Alors, bonjour à tous, nouveau format aujourd'hui, un format ensoleillé sous le signe de la détente pour traiter un sujet qui parfois vous fait faire grise mine. J'ai nommé les indicateurs de veille dans Calliope. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Baudin, président de Civeille. Alors Loïc, d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Et donc, cette interview, avant de te présenter plus en détail, je souhaite également la bienvenue à ceux qui regardent cette vidéo et qui, j'espère, trouveront des réponses à leurs questions au travers 3 Summer Sessions que nous avons eu envie de lancer sur cette période estivale. 3 vidéos donc consacrées aux 3 indicateurs de veille. Alors Loïc, bonjour, je vais te présenter. Tu es spécialiste de la veille, de l'intelligence économique. Tu as développé un outil à l'époque précurseur finalement avec Civeille. Tu es depuis longtemps formateur en master de l'économie d'innovation et de la veille stratégique et en formation continue. D'ailleurs, c'est à cette occasion que nous avons déjà travaillé depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et on s'est retrouvés il y a 3 ans notamment sur cette thématique de la veille et nous avons créé tous les deux, co-construit un programme spécifique pour les acteurs de la formation avec l'arrivée de Calliope et de ces fameux 3 indicateurs, de veille. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dis-moi. Non, tout est là. Prestation de veille, formateur sur la veille. Et voilà, et j'accompagne plein d'entreprises depuis de nombreuses années sur la structuration de leur système de veille. Alors, effectivement, aujourd'hui, tu accompagnes quand même près d'une dizaine d'entreprises à y voir plus clair et à optimiser leur méthodologie. Tu as d'ailleurs aussi participé à la mise en place de l'outil Formalert de Digiforma. Et je crois que tu as quand même un regard très, très aiguisé sur la manière dont on peut répondre à ces indicateurs qui, rappelons-le, doivent surtout faire sens dans le quotidien de ceux qui nous écoutent. Donc, je te propose qu'on démarre tout de suite notre série sur la veille par un chapitre, disons, sur la vision globale à poser sur les attendus du référentiel. Vous entendez les voitures? Non. Bon, on l'entend pas. Chaque indicateur sera abordé sur les épisodes à venir. Ouais. Mais là, tout de suite, avant tout, on va commencer par une première question. Loïc, si tu es d'accord, globalement, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs concernant cette veille sur Calliope? En d'autres termes, quelle serait la méthodologie à leur conseiller? Alors, méthodologie, j'ai envie de dire même au-delà aussi une question d'outils. C'est-à-dire bien choisir ces outils. J'en donnerai, il y en a plein, il y a des gratuits, il y a tout plein de formules. Je pense que l'essentiel, c'est de passer du temps au préalable à bien organiser sa veille. Plus on va l'organiser en amont, et plus finalement le quotidien sera non chronophage, parce qu'on connaît très bien les enjeux. La veille, dès que ça devient chronophage, on a tendance à le faire passer un peu après le reste, peut-être même d'oublier de le faire, et finalement de perdre le rythme. On le remettra demain, n'est-ce pas? Voilà. Alors que ce qui est le plus important, enfin, une des choses les plus importantes, et qui est demandée d'ailleurs généralement dans le référentiel, c'est que cette veille, elle soit faite de manière régulière. Donc, encore une fois, plus on va passer de temps en amont à bien réfléchir mes sources, mes objectifs et puis mes outils dans lesquels derrière on va aller finalement nourrir les équipes, voilà, où va finir cette veille, les résultats de la veille, faut vraiment y réfléchir en amont. Donc voilà, on fait des schémas, on réfléchit qui va faire quoi, comment, qui va être le destinataire. Plus je fais ce travail-là en amont, plus derrière ce sera facile. Voilà, c'est vraiment une logique qui est toujours la même, c'est-à-dire qu'encore une fois, si je prépare pas bien, alors généralement la masse de travail au quotidien pour faire ma veille sera beaucoup trop importante et va me démotiver. Je suis complètement en accord avec ce que tu dis. Donc, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire en quelques mots, quoi, ça veut dire que pour faire une bonne veille globalement dans le quotidien, d'abord, il faut avoir bien sourcé, c'est ça? C'est ce que tu sous-entends? Il faut avoir bien sourcé, Oui. bien planifier ses temps oui. pour s'y tenir, parce que souvent, comme tu dis,
on le remet à demain et puis le lendemain, il y a toujours une bonne raison de ne pas la faire. Donc, bien planifier et puis bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut en faire, quels impacts on veut. Et puis l'importance des sources, ça on va le voir, c'est-à-dire que souvent c'est le sentiment qui est très dur avec la veille, c'est l'impression de passer à côté de certaines infos. En même temps, il faut bien être clair, l'exhaustivité sera impossible, c'est-à-dire que tout voir passer, ça paraît très compliqué. Par contre, plus on est précis dans l'expression du besoin de veille, dans mon besoin, de quoi j'ai besoin, plus je vais pouvoir trouver des sources qui vont être précises et finalement, je vais pouvoir me contenter d'un nombre assez limité de sources. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faudra pas que je réactualise mes sources et aller voir un peu plus large, mais en limitant ces sources et en travaillant sur la qualité de ces sources, c'est ce qui fait qu'au quotidien, je suis quand même beaucoup plus détendu dans le sens où voilà, on voit passer les choses. Je sais que je ne verrai peut-être pas tout passer, mais au moins, j'aurai eu un spectre le plus large possible. Donc, l'idée, c'est pas tant la quantité, hein, mais vraiment la qualité de la source que l'on va avoir. Donc, du coup, quand tu parles de sourcing, parce que je me place je me mets à la place de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Quand tu parles de sourcing, en fait, ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Comment on fait du sourcing? Comment est-ce qu'on les trouve, ces sources-là? Et notamment, bien entendu, hein, sur la question de Calliope. Mais comment, est-ce que tu as des outils, des astuces à nous donner? Bien sûr. La source, elle est super importante parce que quand on parle de veille, il faut bien avoir en tête qu'on ne sait pas un état de l'art. On ne remonte pas dans le passé. Ça, c'est Google qui nous le fera. Quand je suis à la recherche d'une information, Google va me remonter avec des requêtes tout ce qui va concerner ma recherche. La veille, c'est vraiment une posture d'écoute quotidienne. Donc, on est vraiment sur une logique de flux finalement. Et donc, quand on parle de sourcing, c'est de trouver des sources d'informations. Donc, ça peut être un blog, un site officiel de l'État, ça peut être aussi une newsletter, ça peut être voilà, n'importe quel élément, alors digital ou non, mais moi en tout cas, je parle beaucoup plus souvent des sources digitales. Ça va être toute source digitale qui va finalement envoyer un flux, permettre générer des informations qui vont arriver au quotidien. Donc le sourcing, c'est ça, c'est trouver des sites web, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi des newsletters, ça peut être des contenus de type curation, c'est-à-dire sur des réseaux sociaux notamment, des experts qui partagent. Je vais me permettre de te couper, Loïc, parce que en fait, c'est pas la première fois que j'entends ce mot curation. Et pour le coup, est-ce que tu peux nous en donner une définition simple? Oui, alors le terme il est un peu moche. Il vient de l'anglais. À la base, la curation, c'était vraiment donné typiquement dans une galerie d'art. Le galeriste faisait de la curation, c'est-à-dire qu'en fait, par son expertise, il allait choisir ce qu'il allait exposer dans sa galerie. Et finalement, les clients lui font confiance dans son expertise, dans sa sélection. Et finalement, la curation est arrivée aujourd'hui sur le web, alors depuis déjà quelques années, mais c'est en train de s'accélérer. En fait, c'est quoi la curation? C'est un humain qui, à un moment donné, lui, va faire sa veille de son côté, avec ses propres outils, et puis va faire dans cette veille qui va arriver, va faire une sélection en disant voilà, ça c'est bien, voilà pourquoi c'est bien, et voilà pourquoi je vous le mets de côté. Donc c'est ni plus ni moins qu'un humain qui vient faire une sélection grâce à son expertise, une sélection de liens, d'informations. Voilà. Donc finalement, donc on est toujours la curation, on est bien d'accord que ça fait partie justement du sourcing, c'est-à-dire repérer en amont les sources, pas en quantité. Donc je reprends tes termes, mais de trouver donc des sources qui vont être pertinentes par rapport notamment là aux 3 indicateurs. On en verra des sources la prochaine fois, sur la prochaine vidéo, on ira un peu plus loin sur cette partie sourcing. Mais donc l'idée de la curation et c'est le sourcing, finalement le choix de la bonne source, pas forcément en quantité mais en qualité. Est-ce que c'est ça? Oui, sauf que le curateur, il a déjà choisi des sources. Par contre, il va choisir parmi ces sources. Donc, admettons, il a 5 sources différentes qui vont produire tous les jours 10 articles. On voit que ça va faire beaucoup d'articles tous les jours qui vont arriver. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va finalement mettre de côté les articles parmi ces sources, les articles que lui considère comme pertinents dans la veille du jour ou de la semaine. Sous-entendu, le cerveau humain va être capable, au-delà des algorithmes, parce que finalement, c'est des algorithmes qui vont nous ramener l'information depuis les sources. Mais c'est un humain qui va, en regardant tous ces articles qui arrivent, va dire, bon, celui-là, il a du sens, celui-là, moi, je connais le métier, je sais que cet article-là n'a pas trop de valeur,
Et puis à l'opposé, je vais voir passer un article, je vais dire, voilà, celui-là, il a beaucoup d'importance, surtout aujourd'hui, voilà pourquoi. Donc la curation, c'est vraiment enrichir, sélectionner les informations qui sont arrivées dans ma veille. Donc ça veut dire que nous, en tant que destinataire de veille, finalement, la curation ce terme va avoir deux enjeux. Un, parce que il y a des gens qui font de la curation et qui partagent leur curation de manière libre. Donc, bah, tant mieux, parce que pour moi, c'est un gain de temps. Je vais faire de la veille sur une source qui est déjà une source de quelqu'un qui fait de la veille, qui fait de la curation. Donc, ça me permet de gagner du temps. Mais on en rediscutera. En réalité, ce que Calliope demande aussi un petit peu, c'est qu'en tant qu'organisme de formation, je fais de la veille, mais au fond, je vais aussi peut-être faire de la curation pour mes collègues, pour mes équipes. C'est-à-dire qu'on peut Voilà. vraiment tout à fait imaginer en interne, oui, faire de la curation, typiquement, si je parle de la veille pédagogique, peut-être que le responsable pédagogique va faire, lui, cette veille pédagogique, et puis il va faire une sélection, et cette sélection, il va la distribuer. Alors, après avoir avec quel outil il va la distribuer, mais que ce soit en ligne, que ce soit des newsletters, il va distribuer cette curation à ses équipes de formateurs. Sous-entendu, les formateurs, eux, ils n'ont plus qu'à, finalement, leur veille à eux est encore plus efficace, parce que finalement, ils ont déjà une sélection retraitée Voilà. par quelqu'un en interne qui a quand même une expertise sur le sujet sur lequel il intervient. Bien sûr. Donc du coup, pour sourcer, parce que comme tu le dis souvent, c'est que on a beaucoup d'informations, trop d'informations presque tue l'information. C'est ce qu'on a pour habitude de dire tous les deux. C'est l'infobésité, hein, le terme infobésité, il est là. C'est-à-dire que si j'ai trop d'infos, de toute façon, il y a le risque qu'un jour je fasse tout marquer comme lu. Oui. Typiquement, c'est-à-dire que voilà, j'ai 150 articles de retard, je me sens pas capable de les rattraper, et je vais dire tiens, tout marqué comme lui, on verra la fois prochaine. Le problème, c'est que dedans, probablement, il pouvait y avoir effectivement beaucoup de déchets, mais probablement un ou deux articles, voire plus, qui étaient particulièrement pertinents et qui finalement auront été perdus dans la masse. Oui, d'où ce que je disais tout à l'heure sur on ne fait pas de la veille pour faire de la veille ou pour répondre gentiment aux exigences d'une réglementation comme celle de Calliope. Il faut vraiment, et ça j'insiste très très lourdement auprès de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment donner du sens et vous dire que il faut que cette veille, ça soit l'occasion de vous améliorer, de réfléchir, de proposer, d'innover. Et effectivement, pour le coup, Calliope a vraiment balayer les thématiques principales de veille, la veille réglementaire, parce qu'effectivement, on est sur un secteur qui bouge beaucoup, qui a traversé plusieurs réformes. Donc, effectivement, il va falloir se tenir informé de ça, et pas que, mais on le verra dans notre prochaine vidéo. On a aussi tous les aspects pédagogiques qui sont importants et il faut en donner du sens. On ne peut pas rester pendant des années entières sur les mêmes méthodes pédagogiques parce que les gens évoluent, la société évolue et donc l'apport pédagogique qu'on a à donner doit évoluer aussi. Et donc tout ça fait qu'effectivement, il faut une veille donc là de bonnes sources, comme tu viens de dire, et effectivement après une veille régulière. Alors Loïc, la veille régulière, c'est un peu facile comme ça parce que sur le papier, j'ai envie de te dire, ouais, je vais faire une veille régulière. Mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, souvent, on est dépassé en fait par l'événement, par la masse d'informations. Donc déjà, si on fait un bon sourcing, on va réduire un peu le champ de cet aspect très chronophage. Mais moi, je pense à nos auditeurs là qui du coup sont souvent des formateurs solo aussi ou des plus petits organismes qui n'ont pas forcément un responsable pédagogique qui va s'occuper de la veille pédagogique, une personne qui va s'occuper de la veille réglementaire. C'est souvent des gens avec multicasquettes. Alors du coup, est-ce que tu as un conseil à nous donner, à leur donner par rapport à une règle que tu pourrais, je sais pas, qu'est-ce que tu conseilles pour que cette veille, au-delà du fait qu'elle ait du sens, mais qu'elle soit régulière en fait. Ça veut dire quoi régulière? Le problème, c'est que si on dit bon, je vais faire la veille et dans mon quotidien, je regarde la télé, j'écoute la radio, je lis de temps en temps des articles, on va dire c'est de la veille. Oui, mais ce qui va se passer, c'est que vu que j'aurais pas structuré, je pourrais pas me dire tiens aujourd'hui je m'y mets. Alors aujourd'hui quelles sont toutes mes sources? Et là, s'il faut que je commence à me dire ah oui, je me rappelle, j'avais mis un site en favori, j'avais dit que je regardais cette newsletter. En fait, là, je suis en train de perdre du temps déjà. Donc en fait, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'outiller. C'est-à-dire que la veille, il existe des outils pour faire ça.
Alors souvent, les gens utilisent la boîte mail. Alors, c'est vraiment, je trouve qu'il faut faire attention parce que déjà qu'on a beaucoup de mails, internes, externes, etc., c'est compliqué si en plus je commence à rajouter des choses. Non, moi je conseille vraiment, le conseil numéro un que je pourrais donner aux gens, c'est vraiment de s'équiper d'un outil. Il y a des outils gratuits. Alors, les outils les plus… alors, il existe des logiciels de veille professionnels qui sont souvent quand même assez onéreux parce qu'il y a aussi un service, le sourcing est déjà fait, etc. Donc, éventuellement, on pourra en parler plus tard. Non, on peut déjà rester sur des outils freemium, donc on peut utiliser gratuitement avec quelques petites options payantes qui vont nous ramener un peu plus de performance. En tout cas, on peut déjà très largement commencer avec des outils gratuits qui sont les lecteurs de flux RSS. Alors, le lecteur de flux RSS, c'est un peu, entre guillemets, c'est très ancien comme Oui, technologie. c'est vieillissant, Voilà. ouais. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que les lecteurs de flux RSS aujourd'hui s'appellent encore lecteurs RSS. En réalité, ils sont allés bien plus loin que le RSS. On peut vraiment s'abonner à n'importe quoi. Et donc, tout ce qu'on veut. Et pour faire simple, pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un lecteur de flux RSS, c'est une façon d'instagramiser le web. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, ah, on a perdu la caméra. Non, Non, c'est bon. je Euh, suis de retour. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait? Ou sur les réseaux sociaux? On arrive sur un profil, on trouve ce profil intéressant. Ah tiens, il diffuse régulièrement des choses que j'ai envie de ne pas rater. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Et après, on a un fil d'actu qui est unique, sur lequel tous les abonnements, à chaque fois que quelqu'un publie quelque chose et quelqu'un auquel je suis abonné publie quelque chose, ça va venir s'agréger sur un fil unique, un fil d'actualité. Sur LinkedIn, c'est la même chose. Dès que mon réseau publie quelque chose, je le vois passer dans mon fil d'actualité. L'idée du lecteur de flux RSS, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire que je vais pouvoir m'abonner à des sites web. Je ne fais pas que les mettre en favoris. Je vais m'abonner. Sous-entendu, dès que cette personne va publier quelque chose, ça va arriver dans mon outil. Et ce qui est intéressant avec les lecteurs de flux RSS actuels, on peut s'abonner à des sites web, n'importe quel site web. On peut s'abonner à une newsletter. Sous-entendu, la newsletter, au lieu d'arriver dans une boîte mail, elle va arriver dans mon outil de veille, pour pas mélanger. Je peux m'abonner à des réseaux sociaux aussi, à des comptes directement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir de compte Twitter ou même de compte Instagram. Je vais pouvoir, à l'intérieur de mon lecteur de flux RSS, mettre un profil et dire, à chaque fois que cette personne-là va faire un tweet, par exemple, eh bien, je veux que ça tombe dans mon outil. Et l'idée, c'est vraiment de penser le lecteur de flux RSS comme un entonnoir. Il est censé réunir toutes mes sources d'informations, podcast, tout ce que je veux. Ça tombe tout au même endroit. Et l'avantage, c'est qu'encore une fois, quand je me dis, je fais ma veille tous les vendredis matins, j'y consacre 20 minutes, eh bien, j'ouvre un outil. Et dans cet outil, je vais retrouver toutes les sources que j'aurais déjà identifiées au préalable. Et le lecteur va me proposer uniquement les articles nouveaux et que je n'ai pas lus. C'est ça aussi l'intérêt. Cet outil, est-ce que tu as un nom à nous donner ou pas? Parce que du coup, Généralement, je donne au moins 3 pour faire un petit peu comme à la télé, pas faire de concurrence déloyale. Le leader du marché aujourd'hui, c'est Feedly, Feedly, qui est très bien, qui est en freemium, qu'on peut utiliser gratuitement et qui est une option payante à 20 euros. Pour moi, le meilleur quand même aujourd'hui, c'est InnoRider. InnoRider qui, pareil, en usage gratuit, on peut déjà aller très très loin. Et si vraiment on veut encore monter en productivité avec des systèmes de tri, etc., je crois que le forfait à 7 ou 9 euros par mois le fait largement. Donc, en fait, c'est aussi puissant qu'un logiciel de veille, faut clairement. C'est juste que par contre, c'est à chacun d'aller faire son sourcing et d'organiser un peu les choses. Mais en tout cas, c'est des outils qui en plus incluent, on en reparlera, des systèmes de sourcing, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à trouver des sources en plus. ah oui, d'accord. Ok. Donc voilà, vraiment le meilleur conseil, c'est ces lecteurs de flux RSS là. On pourrait parler d'autres outils, mais en tout cas là, moi je trouve que c'est une première approche qui est toujours très efficace. Feedly, InnoRider, et allez, pour en citer un troisième, The Old Rider, qui, comme son nom l'indique, est un peu un lecteur à l'ancienne. Voilà. Mais vraiment, InnoRider, je pense qu'InnoRider est vraiment le meilleur choix qu'on peut faire aujourd'hui pour démarrer rapidement. Et du coup, ça, enfin, c'est compliqué à utiliser ou est-ce qu'il y a des formations? Tu fais, toi, des formations sur ce Alors, sujet? je fais des formations sur InnoRider, mais et sur les flux de RSS en général, parce qu'il y a toujours des petites spécificités sur lesquelles on peut aller plus loin. Mais l'avantage d'InnoRider, c'est qu'il y a beaucoup de tutoriels YouTube. Il suffit de taper tutoriel InnoRider. Il y a énormément de vidéos en ligne. C'est pas des logiciels à installer, c'est des logiciels en ligne, comme tout ce qu'on a aujourd'hui. Il suffit de se créer un compte.
Et puis l'avantage, c'est que, eh bien, il y a aussi des applications. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très très bien. C'est que tout le travail que j'ai fait sur mon PC, au bureau ou chez moi, eh ben, je vais retrouver tout ça derrière sur mon téléphone et je vais pouvoir, ben, c'est tout bête, hein, mais parfois, entre deux rendez-vous ou dans les transports, Ah, ouvrir mon application, voir les 5, 6, 10 articles qui sont remontés, en ouais. marquer certains comme étant importants, pas importants, etc. L'avantage, c'est quand après, je vais revenir devant mon PC, ben, les articles que j'aurais lus sur le téléphone portable ne vont pas revenir. Voilà, il y a vraiment ce côté qui est très agréable, enfin, je trouve qui rend la veille agréable, entre guillemets, parce qu'en fait, à la fin, j'ai tout marqué comme, enfin, j'ai fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon outil me dit, ben voilà, vous êtes à jour. Ah ouais. C'est tout bête, mais ça évite ce sentiment de ça s'arrête jamais. Oui. Voilà, il y a un moment donné, quand j'ai fini ma veille, ben, mon outil me dit, vous êtes à jour. Rendez-vous en gros la semaine prochaine. Ouais, 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 ouais. Mais alors, du coup, une fois que j'ai fait cette veille-là, on est souvent attendu, du moins ceux qui nous écoutent et qui sont organisés de formation et qui sont donc dans la démarche Calliope, sont souvent attendus par rapport à la veille. Alors, outre sur la source, outre sur cette veille régulière, Ouais. c'est toujours la question de la preuve. Okay. Dans Calliope, c'est comment j'apporte la preuve que j'ai fait de la veille. Ben oui. Et donc, là, du coup, alors, il faut répondre à cette question-là, mais en même temps, je continue sur ma logique de donner du sens. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une veille juste pour soi. Et puis, en général, soit on la diffuse parce qu'elle peut être intéressante pour quelqu'un d'autre, soit un apprenant, soit effectivement un collaborateur formateur ou un collaborateur autre d'ailleurs dans l'équipe. Mais ça peut être aussi très impactant dans ma façon de faire les choses, dans mes process, dans ma réflexion sur l'amélioration continue. Donc tout ça, on sait que ça peut avoir des impacts, mais comment je le prouve en fait à un auditeur Calliope? Ce qui est super important parce que sinon, en réalité, si je me crée un compte sur un lecteur de flux RSS, je me crée des dossiers, veille réglementaire, veille pédagogique, etc., dans lequel j'ai mis des sources. Qu'est-ce qui prouve que finalement, j'y suis jamais allé de l'année et que 15 jours avant l'arrivée finalement de mon échéance Calliope, je mets 2, 3 articles de côté. Ou même pas. Qu'est-ce qui prouve que finalement, je le fais au quotidien? Et ça, c'est vrai que c'est important parce que le but, c'est bien de nourrir sa réflexion avec la veille. Donc, les lecteurs de flux RSS incluent quoi? Incluent un système où finalement, quand je vois passer des articles, je vais pouvoir les annoter, les archiver, les mettre de côté, les mettre dans des dossiers. Et je peux même, et c'est ça qui est le plus important, réfléchir à comment je peux partager de manière quasiment automatique les articles finalement que j'aurais sélectionnés, les partager automatiquement dans un autre outil. Le dispositif classique, je te le fais, c'est j'ai un lecteur de flux RSS, je vois passer des articles. Certains articles me disent là, il faut que je les mette de côté pour en discuter, pour réfléchir, pour faire quelque chose plus tard dessus. J'appuie sur un bouton et en appuyant sur ce bouton, simplement parce que je l'aurais paramétré au préalable, ça va aller archiver, sauvegarder cet article au choix dans un Dropbox, dans un Slack, dans un Teams, dans un canal Teams, dans un tableur en ligne. C'est-à-dire qu'après, dans une newsletter, on peut vraiment imaginer tous les outils possibles et imaginables pour diffuser cette sélection. Donc, il faut bien comprendre ce que vont regarder les auditeurs, c'est cette sélection manuelle humaine qui est faite régulièrement. C'est-à-dire qu'en gros, de temps en temps, ça ne veut pas dire que toutes les semaines, je vais mettre un article de côté. Hein. Bien sûr. Mais de manière régulière, eh bien, je vais de temps en temps voir passer des articles et je vais me dire, là, ça demande une vraie réflexion, je le mets de côté. Alors, ça peut être aussi le mettre de côté à l'ancienne, hein, copier-coller, je le colle dans un Word, hein, avec la date, etc. C'est important. Pour ça, je dis que le tableur est pas mal parce qu'il permet quand même de bien imaginer tel article, telle source, telle date. Il y a le lien vers l'article. Et puis plus tard, on va pouvoir imaginer les autres colonnes qui vont nous permettre de discuter. Donc, première phase, j'ai mis de côté. C'est ça que va regarder forcément Calliope. Est-ce que j'ai bien mis de côté régulièrement des articles? Mais surtout, qu'est-ce que j'en ai fait? Et qu'est-ce que j'en ai fait? C'est montrer que finalement, on est revenu après coup sur ces articles qu'on a mis de côté et qu'on en a discuté ou qu'on a réfléchi. Et ça, parfois, ça ne veut pas dire forcément que j'en ai fait quelque chose. Ça peut être aussi, on a réfléchi et pour l'instant, c'est pas applicable chez nous. Ou on y a réfléchi et on va commencer à structurer pour être prêt dans 6 mois. En fait, oui, peu importe. On n'est pas obligé de réagir à tout déjà. Et puis, tout une action. C'est-à-dire que la non-action est aussi une décision. C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai vu que tel organisme commençait à faire tel genre de choses.
on a réfléchi en interne et il se trouve que ça ne correspond pas à notre stratégie et on préfère, c'est un choix que de ne pas aller sur ce terrain, par exemple. Ah ouais, ouais. Ça peut être aussi, ben voilà, surtout dans la veille métier, hein, c'est-à-dire que la veille pour le formateur. Ça peut être, par exemple, bah, tiens, j'ai vu passer tel autre formateur qui a fait tel article ou qui a fait une vidéo tutoriel. Ben, je le mets de côté en disant, ben voilà, on va programmer nous aussi, on va s'inspirer de ce qu'il a fait et on va nous aussi inclure telle chose dans nos prochains slides, où on va aussi réaliser nous aussi des tutoriels vidéo qui vont nous permettre d'alimenter nos stagiaires. En tout cas, Ah ouais. l'idée, c'est de dire, voilà ce que ça m'a inspiré. Voilà ce qu'on a peut-être prévu de faire avec. Voilà ce qu'on ne fera pas parce qu'on a vu cet article. Ou voilà, carrément, on a, à partir du mois prochain, nos slides de formation marketing digital vont inclure cette partie-là parce qu'on s'est rendu compte que c'est quelque chose d'important pour le métier aujourd'hui dans le marketing digital. Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est de prouver, de montrer. Il n'y a pas une question de quantité, mais de montrer que de manière régulière, on a vu des choses et qu'on a cherché à voir en quoi ces choses pouvaient résonner avec mon métier et mes enjeux. Donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire pour cette première vidéo d'introduction, n'est-ce pas? Cette vidéo d'introduction, si on doit en retenir quelque chose, c'est penser à bien sélectionner des sources, l'idée n'étant pas la quantité, mais la qualité de la source. Oui. Chacune dans chaque thématique de veille. Et là, on viendra agréger un petit peu des solutions dans nos prochaines vidéos sur ce sourcing-là. Deuxième conseil, planifiez-vous des temps, l'idée n'étant pas d'y passer forcément tous les jours une demi-heure, mais l'important c'est de trouver le bon créneau au bon moment dans votre semaine ou dans votre mois même pour faire cette veille en étant aidé en plus par des outils tels que qui permettent de filtrer un peu toute cette information. Par rapport à son temps. Si je sais que je peux y passer que 20 minutes par semaine, eh ben, quand je vais préparer mon outil, je sais, enfin voilà, il faut aussi que je trouve, encore une fois, faut pas que j'aille m'abonner à 500 sources, surtout si je les refiltre pas par mots-clés, hein, pour en rediscuter, parce que je pourrais pas le tenir, tout simplement. Donc il vaut mieux en faire moins et s'assurer que j'aurai le temps, en tout cas que ça correspond au temps que je vais y accorder. Donc, se fixer des temps, essayer s'y tenir et surtout avoir cette vision très prospective de la veille en se disant je fais pas de la veille pour faire de la veille, je fais de la veille pour m'améliorer, pour réfléchir et que je suis pas obligée d'agir sur toute cette veille que je reçois. Je peux aussi être dans la non-action, comme tu disais, c'était assez juste, de pas être toujours non plus forcément dans un processus d'amélioration continue, mais vraiment mettre du sens et pouvoir tracer ça. Donc, c'est un petit peu le petit dernier wagon du train veille, c'est de pouvoir tracer un petit peu toutes ces réflexions qui ont été menées, voir les actions si elles ont été portées. Et puis on pourra en discuter, hein. Parfois c'est aussi le travail de veille et qui est de très bonne qualité en faisant comme ça. Quelqu'un met, par exemple, de l'information de côté pendant 1 mois, 2 mois, et puis de temps en temps, on va faire un atelier. Donc là, pareil, il faudra bien marquer dans le calendrier, hein, pour prouver qu'on a fait, on a pensé faire une réunion qui a duré 1 heure, dans laquelle tous les formateurs, par exemple, étaient invités, et dans lequel on a soumis, voilà les articles qu'on a mis de côté, est-ce qu'on voulait réagir, et on fait réagir finalement les destinataires à cette information que j'ai mis de côté. Et en fait, ça montre qu'on a encore une fois, c'est pas forcément que derrière il y a une action qui a été faite, mais on s'est assuré que l'information a circulé au sein de l'entreprise, au sein des équipes, et qu'en fait, peut-être elle fait son travail petit à petit de maturation aussi. Parce que il y a ça aussi, hein, souvent. Mais souvent le constat quand même qu'on pose, que ce soit toi ou moi, hein, puisqu'on en accompagne quand même un grand nombre de structures sur cette question de la veille. Et c'est vrai que le constat principal, c'est que la plupart du temps, vous faites votre veille. Elle est faite, cette veille, sauf qu'elle n'est absolument pas tracée.
et que du coup, quand il est l'heure de montrer tout ça au moment de l'audit de Calliope, c'est non mais si j'ai fait parce que je m'en rappelle, j'ai eu ça pas plus tard que ce matin. Hein, moi, j'étais en préparation d'audit de surveillance avec une de mes clientes et en fait, elle fait sa veille, mais je lui dis mais quel a été l'impact de cette veille? Qu'est-ce que tu en as sorti toi sur ces 18 mois qui viennent de passer? Et elle m'a donné quelques exemples et je lui ai dit ok, mais je dis est-ce que tu l'as écrit quelque part? Est-ce que tu Et en fait c'était juste ça qui lui manquait. En fait, ça fait du formalisme. Oui. Elle fait la veille plus ou moins organisée, plus ou moins faite par dossier ou pas. Mais le truc, c'est qu'on la trace pas et que quand 18 mois après, sur un audit de surveillance ou sur un audit de renouvellement, tel qu'ils vont avoir lieu aussi l'année prochaine, il s'agit de se rappeler quelle a été ma veille et qu'est-ce que j'en ai fait sur les 18 derniers mois. C'est de l'ordre presque de l'impossible. Donc, c'est vrai que c'est un conseil très important, ça. Oui. Et c'est pour ça que même si je devais donner un premier conseil pour démarrer, même sans outils ou démarrer là tout de suite, et même en attendant nos prochaines sessions, j'ai envie d'encourager les gens, ouvrez-vous un tableur Excel et commencez dans une feuille à mettre toutes vos sources. Et quand j'ai toutes vos sources, on a des sites en favoris. Eh ben, sortez-les de vos favoris, mettez-les dans le tableur Excel. Vous avez des newsletters, mettez l'adresse des sites sur lesquels la page où vous êtes abonné à ces newsletters. Voilà, tout ce que vous pouvez au quotidien vous dire, ah tiens, des fois il y a des choses bien là-dessus, réunissez-les tous dans un tableur. Déjà, ça ira plus vite quand après on va faire le sourcing avec des outils, mais en fait, si on regarde bien, on a déjà fait un peu le travail. On pourrait même s'imaginer en version dégradée, ouvrir une fois par semaine mon tableur, cliquer sur tous les liens un par un. Alors là, c'est très chronophage, mais c'est pour montrer que la démarche est déjà là. Je vois un article bien, je copie l'URL de l'article, et dans mon tableur Excel, dans une feuille 2, là, je vais mettre finalement veille, résultat de la veille. Et là, je vais commencer à mettre, je vais coller le lien vers l'article, la date à laquelle j'ai vu cet article, et éventuellement un petit commentaire sur l'article. Donc, tu vois, avec un tableur Excel, déjà, on peut commencer à structurer. Et c'est ça qui est important, je pense, le plus dans la veille, c'est d'accepter cette structuration, ce formalisme qui peut paraître un petit peu comme ça, pourquoi j'ai des favoris et tout. Oui, mais non, parce que sinon, le quotidien, on risque, ça va être, vu que je sais que je vais perdre du temps à aller cliquer là, à revenir là, à retrouver mon favori ici, à retourner sur un autre outil, ces tout petits jeux de temps fait qu'en fait, je me démotive. On décroche. Ouais. Eh bien, merci Loïc, c'était hyper passionnant comme d'hab. Alors, bien sûr, j'invite chacun d'entre vous à nous laisser leurs questions, leurs observations ou rebondir sur tout ce qu'on vient de dire sur cette première vidéo sur la veille. On se retrouve très très prochainement puisque l'idée avec Loïc qu'on avait, c'était de pouvoir vous proposer maintenant 3 vidéos successives à quelques jours d'intervalle sur les 3 indicateurs de veille, venir vous parler des enjeux de chaque indicateur, de sources aussi, de pouvoir vous apporter notre patte à nous sur chacun de ces indicateurs-là. Donc, on va se retrouver très rapidement sur d'autres vidéos plus spécifiques sur les indicateurs. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à réagir, à mettre vos questions en commentaire. On prendra le temps tous les deux d'y répondre. Loïc, pour clôturer cette première summer session, juste rappeler quand même que donc tu fais des formations, bien entendu, sur toutes ces thématiques-là, des formations donc qui se passent aujourd'hui par le centre de formation de Locomotive, Locoform. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin ou envie d'aller plus loin sur ce sujet, vous savez déjà à qui vous aurez affaire, n'est-ce pas? Et pour avoir le but de la formation, c'est pour les avoir déjà fait, c'est de finir avec tout le système de veille qui est en main. L'idée de le faire en formation, c'est que au-delà de prendre de la compétence sur ces systèmes, c'est aussi de le faire par soi-même et d'avancer. Et j'aime bien que, à la fin, le système de veille et ça y est, il est défini, il est mis en place. Et le quotidien, finalement, après, il n'y a plus que le quotidien à faire. J'ai envie de dire. Et quand je dis plus que, c'est vraiment parce qu'en fait, une fois que j'ai pris du temps au début, qui est un peu long, mon quotidien, après, ça devient du plaisir de surveiller l'information. On va peut-être pas aller jusque-là. Quoique, on arrive à
faire prendre du plaisir dans la veille, moi, pour ma part, pour avoir suivi beaucoup de tes formations d'ailleurs. J'en suis aujourd'hui à prendre du plaisir. Donc, Voilà. vous pouvez tous y arriver. En attendant, de toute façon, on va se retrouver nous très prochainement pour des vidéos donc plus spécifiques sur chacun des indicateurs, puisque comme ça, vous pourrez commencer votre réflexion. Si vous avez besoin d'informations, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'envoyer un mail à contact@elanceformation.com et si besoin, je vous rerouterai vers Loïc parce que Loïc à la fois donc propose effectivement ces formations, mais il est aussi prestataire de système de veille. Donc, si à un moment donné, vous avez besoin de déléguer aussi ce travail, n'hésitez pas. En tout cas, Loïc, je te remercie pour cette première vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt pour donc la deuxième vidéo dédiée à cette veille qui donc se fixera sur la veille réglementaire dans Calliope. Et je vous dis donc à tous à très bientôt. Au revoir Loïc. Au revoir.